Voilà, donc c'est parti pour une petite heure d'introduction à Kubernetes. Je vais me représenter vite fait pour ceux qui n'étaient pas là ce matin ou pour le stream. Donc je suis Renaud Chaput, je fais de l'admin depuis plus de 15 ans. J'ai commencé sur du serveur dédié sans trop savoir ce que je faisais. Puis j'ai monté une infra chez Photolia et chez Adobe. On a un peu touché aux containers, beaucoup touché aux containers. Et maintenant, j'ai créé Telegraph, un site internet pour raconter des histoires avec des photos, ce qui n'a rien à voir avec l'admin 6. Et à côté, je fais du consulting sur toutes les problématiques d'infra, container, orchestration, ce qui me permet de continuer à être dans le jus et être un peu au courant de ce qui se fait et des questions que les gens se posent. Donc le sujet de la journée, de l'après-midi, c'est Kubernetes. Juste pour voir un peu où je me situe, combien de personnes dans la salle savent ce qu'est Kubernetes, même grossièrement? Ok, beaucoup de monde. Combien ont utilisé Kubernetes pour de vrai? Ok, moins de monde, mais un peu de monde quand même, il ne faut pas que je dise trop de bêtises. Alors, Kubernetes, on va commencer avec un petit peu d'historique. Comme beaucoup de choses, ça a été créé par Google. En fait, c'est originaire de Google. C'est originaire de ce que je disais ce matin, que Google il déploie des containers en prod depuis un peu moins de 15 ans, qu'ils ont beaucoup d'expérience là-dessus, qu'ils ont une scale, une échelle, on va dire ce qu'ils appellent world scale, c'est-à-dire ils ont des data centers partout dans le monde, ils ont dernière nouvelle, un peu moins d'1 million de machines en prod. Ça fait beaucoup. Les containers, ils ne les faisaient pas à la main. Ils ont dû créer des outils. Un des outils qu'ils ont créé s'appelle Borg, qui est un orchestrateur qui permet de gérer l'ensemble des applications qui tournent sur les serveurs de Google à l'échelle mondiale. Donc c'est quelque chose qui a été créé par des gens très brillants. Ils avaient des équipes d'ingénieurs, références dans le domaine en interne, qui ont bossé dessus à plein temps pendant une dizaine d'années. Ça a aussi évolué en fonction de leurs besoins, évolué en fonction des technologies, évolué en fonction des évolutions des technologies qu'ils hébergeaient, parce qu'on ne fait plus des applications web de la même manière maintenant qu'il y a 10 ans. Et donc, tout ça, ça a créé, en 2014, il y a eu un mouvement chez Google de créer le projet Seven pour remplacer Borg, pour se dire Borg, c'est bien. On a construit ça brique par brique pendant 10 ans. Vous savez tous ce que c'est que construire un applicatif complexe au fur et à mesure pendant 10 ans. Au bout d'un moment, on a envie de tout réécrire. Et ils se sont dit, pourquoi pas, on va y réfléchir. Donc les gens qui étaient à l'origine de Borg, quelques-uns ont groupé, ont commencé à réfléchir. Et puis au bout d'un moment, ils ont dit, hey, c'est cool, open source et tout. Patron, si on le mettait open source. Et là, en fait, il y a eu une volonté de ne pas le rendre open source. Parce que, comme je disais ce matin, Google, ils font des papiers, ils font de la recherche, ils font plein de trucs. 5 à 8 ans après que ça a été en prod chez eux, quand il n'y a plus d'avantage concurrentiel à ne pas publier la chose. Et là, ils se sont dit, oulala, on est encore un des seuls à avoir un vrai savoir-faire là-dessus, on ne va pas le rendre open source. Et en fait, ils ont eu ce groupe d'ingénieurs a eu le soutien de la VP, je crois, de la branche Google Cloud, qui a dit, si vous n'avez pas le soutien de votre hiérarchie et tout pour le rendre open source, nous, Google Cloud, on veut grossir, on veut devenir un vrai fournisseur de cloud, on pense que les containers, il faut des solutions derrière tout ça, et on est prêt à sponsoriser le projet pour que ça devienne un vrai projet open source. Et c'est comme ça que Kubernetes est né. Donc voilà, c'était la petite histoire, mais c'est pour montrer que l'équipe qui est derrière originellement, c'est l'équipe qui a créé Borg chez Google, qui, à titre annexe, il y en a un qui maintenant bosse pour OpenStack et l'autre bosse pour Microsoft. Donc ils sont les deux gros créateurs les deux plus gros contributeurs du projet initiaux. J'ai regardé hier, il n'y en a plus aucun qui est chez Google, donc c'est plus un projet Google. Parce que c'est une question qui revient régulièrement. Et justement, à ce niveau-là, en 2015, ils ont annoncé la version 1.0 et ils en ont fait don à la Cloud Native Computing Foundation, Cloud Foundation, voilà, dont je parlais ce matin, pour que le projet ne soit plus leadé par Google, mais encore une fois, suive les principes de gouvernance de la CNCF et que ça soit plus une communauté et qu'il y ait beaucoup moins l'étiquette Google derrière. Donc, les objectifs de Kubernetes, l'objectif global, c'est pouvoir gérer des centaines de milliers de serveurs, milliers de serveurs,
centaines de milliers. Bon, Kubernetes, on n'est pas encore là. Je crois les derniers tests, ils ne supportent que 20 000 serveurs dans un cluster, mais ils bossent dessus parce que c'est pas assez. Mais voilà, l'objectif, c'est comment est-ce qu'on déploie des applications quand on a 2000 applications, 20 000 serveurs. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça de nos jours? Un des premiers, vraiment une première problématique qu'ils ont voulu résoudre, c'est découpler l'infrastructure et les applications. C'est quelque chose, je pense, que tout admin essaye de faire. Vous ne voulez pas que le développeur code pour les spécificités de votre plateforme et vous ne voulez pas aller regarder le code que font vos développeurs pour vérifier si ça va tourner chez vous. Donc on va définir des interfaces, on va dire, voilà, ton application, il faut qu'elle écoute sur un port, qu'elle ait un PID, qu'elle réponde ça pour un health check, que ce soit documenté sur comment on la déploie et tout. Tout ça, en fait, c'est juste définir une interface commune entre l'équipe de développement et l'équipe infrastructure pour pouvoir travailler ensemble, pour se dire, toi, moi j'ai besoin de ça, donc tu m'offres exactement la même chose, et on avance là-dessus. Il y a un vrai objectif de scalabilité, parce que de plus en plus, on voit des boîtes qui étaient inconnues il y a 2 ans devenir... je vais prendre un exemple, mais des choses comme Pokémon Go avec Niantic. Donc il y avait du Kubernetes derrière, ça les a permis de scaler, ça les a permis surtout, parce qu'il y avait du cloud derrière, de dire à notre serveur applicatif, là on passe de 5000 serveurs à 20 000 serveurs et ça marche. Ce qui n'est pas forcément toujours si évident. Quelque chose de générique et de flexible. Il ne voulait pas refaire comme Borg, qui n'est pas du tout open sourceable, qui est très spécifique à Google, aux choix politiques, aux choix techniques, aux choix d'architecture. Il faut quelque chose qui est utilisable par le plus grand nombre, qui est adaptable aux infrastructures, que vous soyez chez un fournisseur de cloud, que vous ayez du bare metal, que vous soyez sur un cluster VMware, peu importe vos équipements réseau, votre hardware, c'est bien de faire quelque chose de flexible et d'assez générique et d'extensible. Automatisable, je pense que tout le monde ici aime bien l'automatisation et c'est vraiment le cœur de notre métier, je pense. Et donc, il faut évidemment un système qui est facilement automatisable et automatisé. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont masquées, des choses non primordiales. Et après, comme on le verra, Kubernetes fournit des API, des documentations qui vous permettent de l'intégrer au sein de votre solution et de l'automatiser à votre sauce. Donc extensible, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Aucune solution propriétaire ou open source ne répond aux besoins de tout le monde. Et souvent, le premier truc qu'on veut faire, c'est est-ce que je peux faire ça? Ah non, je ne peux pas. Donc, c'est modulaire, c'est extensible. Il y a, là, je vais parler de Kubernetes, mais je ferai aussi mention d'ajouts à Kubernetes, de modules complémentaires, un peu comme j'ai dit pour Docker ce matin. Docker, il y a des gens qui ont créé des choses pour créer des volumes NFS, des volumes pour différents providers de cloud. Kubernetes, c'est pareil, c'est extensible. Et portable, comme je disais tout à l'heure, c'est pas fait pour tourner uniquement sur l'infra de Google qui est très spécifique, c'est fait pour tourner sur n'importe quel cloud provider, sur du bare metal, sur vos machines, sur un cluster de Raspberry Pi, sur ce que vous voulez. Ah oui, à un moment, si vous avez des questions, vu qu'on a le temps, n'hésitez pas, j'ai un petit cube micro à vous balancer et on peut un peu plus discuter si vous voulez. Résultat, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vois la liste des objectifs, je trouve ça vachement ambitieux. Et ça l'est. Faut pas se le cacher. Kubernetes est un gros projet. Kubernetes, donc ça a 3 ans. Ça a déjà 1500 contributeurs. 32 000 pull requests sur GitHub en 3 ans. Je crois c'est un truc du genre 200 pull requests par jour en ce moment. C'est le projet avec le plus d'activité sur GitHub. Donc c'est vraiment quelque chose de très gros. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe en dessous, qui est le graphe du nombre de commits par jour, voilà, on tourne entre 100 et 250 commits par jour, tous les jours. Donc ils ont créé quelque chose d'assez monstrueux, ce qui a obligé, dès le début, à beaucoup réfléchir à une structure. Alors ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur pour beaucoup de projets open source et que je regarde, c'est le projet open source, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans son coin, va créer son truc, va coder et accepte plus ou moins les pull requests quand il a le temps? Est-ce qu'il y a une structure? Est-ce que je peux m'impliquer? Qu'est-ce qui se passe si
là où les personnes n'ont plus envie de le développer. Donc, pour un projet de cette ampleur-là, parce que si vous implémentez Kubernetes, l'idée à terme, c'est de mettre toute votre infra dessus, il faut quelque chose d'un petit peu solide. Quand on a 1500 contributeurs et 200 pull requests par jour, il faut quelque chose de vraiment solide en termes de structure. Parce que, je ne sais pas si, probablement que beaucoup vous êtes contributeurs open source, déjà quand voilà, il y a quelqu'un qui vous fait une petite pull request tous les mois, on est content. Quand c'est 200 par jour, on a vu beaucoup de projets open source en fait s'écrouler suite à leur succès, parce que beaucoup de gens veulent tirer le projet dans tous les sens, veulent jouer tel feature, tiens voilà un patch, tiens voilà ci, tiens voilà ça, et au final c'est juste un seul développeur et il finit par abandonner le projet, parce qu'il n'a juste pas le temps de faire vivre son projet. Donc, comme ça fait partie de la CNCF, ça a un code of conduct, ça a un contributor license agreement, tout le code est sous licence Apache 2, donc tout ça, ça a été formalisé par le CNCF, c'est commun à tous les projets qu'ils hébergent. Ça permet de s'assurer que voilà, l'environnement de travail, il n'y a pas de problème de brevet, il n'y a pas de problème de droit de licence, il n'y a pas de problème de mauvaise conduite ou de choses comme ça. Il y a une doc très très claire pour écrire la presse. Je suis allé regarder, ils ont un repository sur GitHub qui est Kubernetes/community, qui est juste un repository de doc où ils parlent de comment contribuer à Kubernetes, comment faire sa première pull request, comment être utile, comment devenir un contributeur, comment devenir un owner d'une partie du code, quels sont les process. Ils ont vraiment beaucoup documenté tout ça et ils en ont besoin parce que le projet est tellement gros qu'ils ont fini par adopter une manière de fonctionner un peu comme Linux sur le kernel, avec des owners par sous-projet ou par répertoire ou par fichier qui doivent review et ainsi de suite. Et ils ont vraiment découpé le projet en plein de petits sous-projets, ce qui permet à tout le monde de venir bosser sur une petite partie, de bosser avec le mainteneur juste de cette partie-là qui vous introduire petit à petit, et ensuite éventuellement progresser pour avoir un peu plus de responsabilité ou autre. Ils se sont aussi organisés parce que donc ils ont un Slack, parce que ça s'est formé comme ça de la communauté. Dessus, il y a un truc genre 3500 ou 4000 personnes, pas forcément tout actif. Ils ont eu plein de pull requests du type moi je tourne avec telle solution de virtualisation avec telle contrainte, voilà une pull request pour mettre le code dessus et tout. Ce serait bien si la solution pouvait faire ça parce que notre fournisseur actuel fonctionne comme ça et tout. Donc ils se sont dit on va pas y arriver, donc ils ont créé des special interest groups. Par exemple, il y en a un qui est AWS qui va discuter, c'est un groupe plus restreint avec un lead, avec des réunions régulières sur Hangout, un canal sur le Slack pour discuter, une mailing list, des présentations internes et ainsi de suite pour parler Kubernetes sur AWS. Ils en ont un sur la sécurité, voilà, ils ont plein de special interest groups, j'ai voulu en faire la liste, je crois qu'il y en a 35 ou 40, et ils en créent régulièrement. Un special interest group, c'est vraiment pour des sujets qui sont récurrents, qui ont besoin d'être travaillés sur la durée, qui sont assez spécifiques, où il y a un lead contributeur qui est vraiment un chef de projet technique dédié à ce sujet-là. Ils ont aussi des working groups qui sont des groupes un peu plus éphémères pour tiens, on a une grosse feature, on a quelque chose de très transverse, on va créer un working group. Pareil avec des réunions, avec des choses comme ça, pour se dire, un exemple, récemment, ils ont voulu refactorer une grosse partie du code qui touche à beaucoup de choses sur tout ce qui est réplica controller. Ils ont créé un working group sur le sujet qui a travaillé pendant 2 releases dessus et qui ensuite a arrêté. Mais le working group était des gens d'un peu tous les autres SIG ou des contributeurs externes qui étaient là pour faire avancer un sujet. Donc c'est pareil, ils avaient une roadmap, ils avaient un schedule, ils avaient des présentations régulières, ils avaient des milestones pour avancer sur des sujets. Et à côté de ça, il y a des committees, donc il y a un steering committee qui est là pour créer des SIG, pour vraiment organiser le projet. Je crois pour être honnête, les gens qui bossent là-dessus sont vraiment sont des employés à plein temps. Kubernetes chez Google, chez Microsoft, chez Red Hat, chez plein de gens, qui sont là pour faire en sorte que le projet avance. Parce qu'à 1500 contributeurs, encore une fois, dans votre boîte, vous n'avez pas 1500 devs. Là, ils ont 1500 devs, il faut les gérer, qui bossent pour des boîtes différentes, qui ont des priorités différentes, des politiques différentes, des visions différentes. Donc ils ont vraiment des comités qui sont sur les aspects pas techniques, mais juste sur gérer les gens. Et un steering committee qui est là pour donner une direction générale au projet.
Après, ils ont aussi, par exemple, un release working group qui est pour chaque release. Ils nomment une équipe qui est là pour faire la release. Je pense que Sylvestre, entre autres, sait ce que c'est sur Firefox. Ben là, ils ont la même chose pour Kubernetes à chaque release. Il y a un release lead, il y a une team, il y a des réunions. Enfin, c'est vraiment très, très structuré. C'est moins amical que le petit projet open source avec 20 stars sur GitHub où vous faites la pull request et c'est bon, mais ils ont besoin d'être là. Et si vous voulez utiliser quelque chose dans un cadre pro, moi je trouve ça rassurant de savoir que derrière il y a une vraie structure, de savoir que derrière il y a des règles, on peut s'impliquer, c'est documenté. Et pas comme certaines technos, c'est un seul vendor qui a mis 20 employés dessus et le jour où ils voudront plus le faire, ben, vous n'allez plus pouvoir utiliser la techno parce que ça va mourir. Je parlais un petit peu des releases de Kubernetes. Il y a des... Donc ça, c'est un repo qui s'appelle Features. Sur leur... Alors, Kubernetes, c'est une organisation sur GitHub avec beaucoup de repositories. J'ai parlé du community tout à l'heure, qui est les règles de communauté. C'est un repository où vous pouvez faire des pull requests pour amender les règles de communauté. Ben là, c'est un repository pour parler des features. Et dessus, il y a un dossier par release, et dessus, il y a les release notes, où les gens peuvent faire des pull requests, chacun vient mettre ses release notes, on discute des fonctionnalités qui vont être implémentées, on discute des schedules, on fait tout ça dans ce repository. Vous voulez ajouter une feature dans une release, et bien, il faut créer une issue qui va être taguée, qui va être assignée à une release, on va vous demander régulièrement où ça en est, on va le balancer à la release suivante si c'est pas prêt, et ainsi de suite. Donc, ils n'utilisent pas de Jira, ils n'utilisent pas de système de gestion de projet, ils utilisent GitHub pour tout. Et ça marche plutôt bien. GitHub est beaucoup de bots. Vous créez une issue sur n'importe lequel de ces trucs-là, il y a 3 bots qui, dans la minute, vont venir vous demander des choses. Et donc, comme je disais, une release, voilà, bon là, c'est peut-être un peu petit, mais tout ça, c'est une feature. C'est quelqu'un qui s'est dit, moi j'ai besoin d'une feature, donc la feature, elle est ajoutée, elle est évaluée, elle est assignée à un SIG, elle est assignée à un lead, elle est discutée avec un système de RFC, elle est prévue pour une release, elle est testée, il y a une checklist qui fait 3 ou 4 pages de qu'est-ce qu'il faut faire avant que sa feature puisse être publiée. Est-ce que ça passe tous les tests? Est-ce qu'il y a des release notes? Est-ce qu'il y a des docs? Est-ce que l'upgrade marche bien? Est-ce que le downgrade marche bien? Et ainsi de suite. Donc tout est dans un repository, tout est ouvert. Alors, venir, ouvrir un ticket et dire hey, je veux cette feature, ça ne marche pas comme ça. Ils ont aussi documenté qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir une feature, qu'est-ce qu'il faut spécifier, et ainsi de suite. Mais tout est là. C'est facile d'aller voir, de regarder toutes les features taguées pour la prochaine version de Kubernetes ou toutes taguées avec un tag spécifique et de voir un petit peu ce qui est prévu ou de participer, de donner son point de vue et ainsi de suite. Et résultat, une feature dans Kubernetes, alors déjà les releases de Kubernetes, j'ai oublié de le dire, c'est tous les 3 mois. C'est pareil, tous les 3 mois, il y a une nouvelle version. Version, on va dire version majeure, donc ils incrémentent le deuxième chiffre de la release, donc là on en est à 1.8. Il peut y avoir des bug fixes, et il y a des bug fixes, mais voilà, tous les 3 mois, il y a une nouvelle feature, et je crois que maintenant, les release teams sont prévus 6 mois à l'avance. C'est-à-dire qu'ils montent une team pour sortir 2 versions qui viennent, pour avoir suffisamment de recul et avoir suffisamment de temps pour bosser. Donc on va dire qu'une feature, elle commence, elle est introduite dans ce que Kubernetes appelle l'alpha en 1.5. Kubernetes ne fait pas des releases alpha, bêta, unstable, stable et ainsi de suite. Il fonctionne avec un système de feature flag. C'est-à-dire qu'il livre le même binaire et ensuite, quand vous le lancez, vous activez ou vous désactivez des fonctionnalités. Et une fonctionnalité, quelle qu'elle soit, elle apparaît au début dans Kubernetes en étant en alpha. Alpha, ça veut dire testez-la à vos risques et périls, mais au moins, vous avez juste un flag à activer et votre feature est activée en production. Bon, c'est pas bien, ou en test. Ensuite, version 1.6, la feature est encore discutée, elle évolue encore, elle est encore en alpha. Donc encore une fois, vous pouvez l'utiliser, vous savez que c'est en alpha, donc ça veut dire que la feature peut changer, l'interface peut changer, la conf peut changer, mais elle est toujours là. Alors là, si la feature, finalement, les gens se disent c'est pas une bonne idée, elle peut disparaître. Elle est en alpha, il n'y a pas de problème. Ensuite, version 1.7, juin 2017, 3 mois plus tard, et là, la feature est mise en bêta, parce que après les retours sur la 1.6, les gens ont dit la conf est stable, l'API est stable, le scope de la feature est stable, il y a tout ce qu'on veut dedans. Maintenant, on la publie en bêta, ce qui veut dire qu'on pense que c'est stable, testez-le. Là, vous pouvez commencer à vouloir l'activer en production.
Donc encore une fois, c'est juste un feature flag qui s'appelle plus alpha, mais qui maintenant s'appelle bêta, la feature. Et vous pouvez commencer à l'utiliser sur vos clusters. C'est même encouragé de l'utiliser parce que c'est le bon moment pour rapporter les problèmes. Et après, tout s'est bien passé. Donc 3 mois plus tard, comme d'habitude, 1.8, et maintenant votre feature, elle est en stable, elle est activée par défaut. Et des features dans une release de Kubernetes, je crois des feature flags à l'heure actuelle, il y en a peut-être, je sais pas, 50 de features, vous pouvez activer ou pas, qui sont à différents états, qui sont documentés. Qu'est-ce que fait la feature, dans quel état, est-ce qu'il y a éventuellement des problèmes connus, est-ce qu'il y a des choses comme ça. Donc, voilà. Donc là, j'ai voulu vous montrer un petit peu, parce que je trouve que c'est important, surtout pour un orchestrateur, quelque chose que j'ai assez peu retrouvé dans des projets, qui est vraiment une vraie visibilité sur le projet, une vraie organisation, une vraie documentation, non seulement technique, mais aussi organisationnelle, aussi en termes de qu'est-ce qui arrive, une vraie ouverture. Ce n'est pas un vendeur qui fait son orchestrateur dans son coin et vous êtes un peu, sauf si vous êtes un très gros client, vous n'avez aucune visibilité ou mainmise sur ce qui va venir. C'est vraiment de l'open source, très bien organisé. C'est un peu flippant de voir les efforts qui sont mis derrière tout ça, mais ça fournit une stabilité. Et quand votre infra repose là-dessus, c'est assez important. Est-ce qu'il y a des questions sur cet aspect-là? Non. Alors maintenant, on va passer au fonctionnement de Kubernetes. Ça va être un peu moins abstrait. Une notion de base, voire la notion de base de Kubernetes, ce sont les objets. Alors pas en termes programmation objet, mais dans Kubernetes, quasi tout est un objet. Un objet au sens, ils se sont dit, on veut représenter beaucoup de choses dans notre système. Vous avez des containers, des applications, des règles de firewall, des load balancers, des machines, des choses comme ça. C'est un peu pénible de faire un format spécifique à chaque fois, donc ils ont créé ce qu'ils appellent une spec d'objet qui est un format générique qui permet de décrire un objet dans Kubernetes. Et ce format-là, ils n'ont pas réinventé la roue, ils se sont basés sur le format YAML, même si ça peut se transformer en JSON ou se serialiser pour gRPC ou des choses comme ça, mais la majorité des gens écrivent ça en YAML. Et donc, c'est juste une liste de clés-valeurs hiérarchiques, c'est juste ça du YAML, comme du JSON, qui vous permet d'exprimer et de représenter n'importe quoi dans Kubernetes. Donc ça commence tout simplement par une ligne qui dit la version de l'API. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des features. En fait, une feature, elle peut évoluer. On verra tout à l'heure, je vais parler des deployments. Si ça se trouve, les deployments, à un moment, ils disent on a appris des choses, on veut le faire autrement, on veut rajouter des fonctionnalités. Mais en fait, ils créent une nouvelle version de l'API deployment et vous pouvez toujours utiliser l'ancienne. Elle fonctionne toujours. Mais quand la V2 de l'API de deployment sera stable, vous mettez dans vos objets V2 et ça se mettra, votre objet dit juste qu'il est au format de la V2 du deployment. Si une feature est en alpha, là, au lieu de mettre API version V1, vous mettez API version V1 alpha. Et normalement, vous ne voulez pas mettre cet objet-là en production parce qu'il utilise une API qui n'est pas encore stable. Ensuite, il y a une clé qui s'appelle kind, qui dit quel est mon objet, de quel type il est. Je reviendrai sur les objets Kubernetes, mais il y a au moins 40 ou 50 types d'objets différents et ils en rajoutent à chaque fois. Ensuite, il y a des métadatas pour un objet, parce que les objets, on en a vite plusieurs centaines ou plusieurs milliers, donc c'est bien de pouvoir les taguer. Donc on a un nom pour l'objet, tout objet a un nom, et tout objet, presque tout objet, a un namespace. Bon, je reviendrai dessus après, on peut avoir des namespaces différents. Et après, il y a sur un objet une spec, qui là dépend du type d'objet. Si vous décrivez, on viendra tout à l'heure, un container, mais ça va être les informations du container. Si vous décrivez un nœud sur lequel Kubernetes va tourner, c'est les informations sur le nœud, et ainsi de suite. Donc ça, je vais vous montrer plusieurs exemples d'objets dans Kubernetes, et ils ont toujours le même format. C'est toujours une version, qui n'est pas très importante là, un type, des métadatas et une spec qui décrit l'objet. Votre objet, on va le voir juste après, vous allez l'envoyer à Kubernetes. Kubernetes, il est assez gentil.
quand vous relisez un objet, il rajoute un champ status qui vous donne un peu plus d'infos sur votre objet. Genre, j'ai décrit un conteneur, je l'ai donné à Kubernetes, Kubernetes va rajouter un champ status qui va dire si votre conteneur il tourne ou pas, par exemple. Quand est-ce que l'objet a été créé? Est-ce que... les métriques, plein de choses comme ça. Donc ça, status, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas écrire, mais c'est un champ que Kubernetes rajoute à vos objets pour vous donner tout plein d'informations sur cet objet-là à l'heure actuelle dans le système. Voilà, donc là, c'était juste pour introduire la syntaxe des objets Kubernetes, parce qu'il y aura plusieurs exemples par la suite, et ce sera toujours à ce format-là. Maintenant, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par le premier type d'objet qui est la base de tout, qui est le pod. Alors le pod, c'est au sens, je ne suis pas allé regarder exactement l'étymologie, mais au sens de groupe en anglais. Ce n'est pas le vaisseau d'Anakin ou des trucs comme ça. Et là, on va commencer avec un pod basique qu'on va appeler App Server, parce qu'on va lancer une application dans Kubernetes, tant qu'à faire. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit je vais créer un pod? Ça veut dire que je serai dans le même namespace et ces groupes dans ce pod. Un pod représente un namespace ou un C-group. Donc à l'intérieur, il manque... non, c'est bon. L'IP, en fait, l'interface du pod est la même. On va voir juste après, on va lancer plusieurs containers dans ce pod. Ils auront tous ils partageront la même interface réseau. Les volumes sont en commun et tout ce qui est IPC, tous les process POSIX et tout sont en commun. On est dans le même namespace Linux, on est dans le même C-group, tout peut communiquer ensemble. Et ça, c'est important à noter parce que dans ce pod, là, on va mettre des containers. Donc je vais utiliser le terme container au sens large parce qu'on verra tout à l'heure que Kubernetes, ce n'est pas que des containers Docker. On peut faire beaucoup de choses avec, mais tous ces principes-là s'appliquent quoi qu'il arrive. Et donc dans mon pod, je vais avoir un gros container qui va être le principal hôte de ce pod, qui va être mon serveur Ruby on Rails, qui va juste être un container Docker qui installe mon application et qui lance Rails Server, qui crée une application qui écoute sur le port 3000. Et puis à côté, en fait, c'est un des premiers orchestrateurs à faire comme ça parce que Google, ils se sont aperçus que souvent, vous avez votre application, puis votre application, elle a plein de petits process autour qui sont annexes, qui ne sont pas forcément essentiels, qui sont essentiels, mais qui ne font pas forcément partie de l'application. Par exemple, on peut se dire, mon application, elle écrit des logs dans un fichier, parce que c'est une application historique, et moi, quand mon serveur d'application il tourne, j'aimerais bien qu'à côté, il y ait un R6 log, il y a un script maison qui va lire ce fichier de log et qui va l'envoyer sur syslog. Parce que l'application, vous ne la maîtrisez pas forcément, elle est faite pour écrire des fichiers. Donc là, vous allez avoir le conteneur principal qui va être monté, qui va écrire mon application Rails, qui va écrire ses logs dans log/production.log, parce que c'est là que Rails les met à la base. Et en fait, comme les volumes sont communs, dans le pod, on va créer un deuxième container qui va être beaucoup plus léger, qui va être par exemple un processeur de log en Python qu'on a écrit maison, qui est juste chargé de lire ce fichier de log, de formater peut-être un petit peu ou de filtrer et de les envoyer dans un syslog. Et c'est ce qu'on appelle un sidecar, c'est-à-dire c'est pas le container principal pour le rôle du pod que l'on a créé, là on veut un serveur d'application, mais c'est un petit container qui, dès qu'on a un serveur d'application, va tourner à côté, dans le même namespace, avec accès au même fichier, avec accès au même réseau. Les deux containers là, localhost, c'est la même chose. Si vous tapez s'il y en a un qui écoute sur un port, vous tapez sur localhost ce port-là depuis un autre container du même pod, vous allez tomber dessus. Donc c'est vraiment tout commun, ça vous permet de regrouper des choses comme ça. Parce que je ne l'ai pas évoqué ce matin, mais il y a beaucoup de gens qui se sont mis à faire quelque chose qui est assez une hérésie, qui est de mettre des inits dans leur container. C'est-à-dire votre container, quand il démarre, il lance un init qui, lui, va spawner plein de process. Comme ça, vous spawnez votre SSHD, votre R6 log, votre machin. Ça s'appelle une VM. Et on perd un petit peu l'intérêt du container, qui est de faire du container minimal. Ça a des vrais intérêts en termes de sécurité, en termes de taille. Là, ça me permet de dire, OK, j'ai besoin d'un script Python annexe à mon application. Je le mets dans un sidecar, dans un container à côté, qui va tourner à côté. Mon script Python,
ce sera juste une image avec Python et le script Python. Mon application Rails, ce sera une image Ruby avec Rails, avec mon application. Ça reste 2 images séparées, c'est juste, elles tournent en même temps dans le même namespace. Il y avait une petite question. Tu as répondu à ma question parce que ma question c'était juste de savoir si le Rails et le Sidecar c'était bien 2 conteneurs Docker et en fait tu as dit que c'était 2 conteneurs Docker donc voilà, j'ai ma réponse. Alors, ce sont 2 conteneurs. Docker, pas forcément, oui. Mais ce sont 2 conteneurs. D'accord, merci. Qui, pour le coup, tournent dans le même namespace. Tout à l'heure, ce matin, j'ai dit un container a son namespace, ses groupes et tout. Là, c'est plus forcément vrai. Mais on rentre dans le détail. Je vois Raphaël qui en parlera probablement tout à l'heure. Encore une fois, comme ce matin, je fais des simplifications. Je vais vite sur certaines choses et tout. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Kubernetes a une très très bonne documentation. Vous avez beaucoup de choses. Enfin, faut la lire. C'est pareil. Vous mettez pas un truc en prod sans vous être farci la doc. Ben, là, c'est la même chose. Il y a une petite question là-bas. Ouais, je voulais juste revenir là sur cette histoire de init, process, etc. Est-ce que c'est un parti pris, enfin j'ai pas vu spécialement, c'est pas un parti pris de Kubernetes de empêcher les conteneurs avec des init Non, Kubernetes ne l'empêche pas, c'est juste, globalement, c'est presque communément admis que c'est une mauvaise utilisation des conteneurs de faire comme ça. C'en est une, mais il y a moyen de faire mieux, ce qui rend une infra plus propre et plus découplée, et le principe de pod permet d'éviter ça. Je sens un doute, non. Mais on pourra en reparler. Enfin, c'est un débat à avoir entre les... Ouais, juste une feature, est-ce que Kubernetes gère le sub-child ripping? Justement, parce qu'en gros, il fait le boulot de init, parce que c'est pas l'application, c'est pas à Rails de le faire. Non. Donc du coup, on a toujours le problème du zombie. Alors, je reviendrai un peu plus dessus sur comment ça marche. Là, on va prendre un Kubernetes simple. Kubernetes, il lance votre container avec Docker. Il fait un Docker run dessus et Docker a ce problème-là. Kubernetes n'intervient pas dans le container. Moi, j'avais une question un peu philosophique là-dessus. Tu nous parles de plusieurs containers qui tournent dans le même namespace, dans le même C-group. C'est quoi un container, techniquement? Si c'est pas un namespace ou un C-group? Alors, là, on rentre vraiment dans plus spécifique et tout, mais le container, on va dire, plusieurs images Docker, qui à la base étaient des images différentes, qui sont spécifiées pour dire, on les met sur le file system, et ensuite, ça, c'est un namespace, c'est un C-group, et on le tourne ensemble avec tout ça en commun. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple, je l'ai évoqué ce matin, il y a des choses qui permettent de dire, en fait, mes containers, fais-les tourner dans une VM, et spawn une VM à chaque fois. Les VM, c'est un pod. Ça va spawner une VM et ça va lancer tous vos containers dans la VM, par exemple. Il faut vraiment voir le pod comme étant l'isolation, la surface d'isolation. C'est plus le container. commun au pod, mais l'isolation des process entre conteneurs est là. Alors, si tu as 2 process qui sont dans le même namespace, ils sont dans le même conteneur. Ou alors, à moins que tu précises qu'un conteneur, c'est aussi une image qui va avec. Bon, alors, on va peut-être arrêter. Ouais, on reposera la question à la fin. Et pour le coup, je suis pas allé. Honnêtement, j'ai jamais vraiment utilisé de sidecar pour mon usage. J'ai pas de prod sur Kubernetes, comme je disais ce matin. Ma prod, c'est un serveur chez OVH. Mais je sais que Raphaël a la réponse. Raphaël va rajouter des slides, non? Oui, c'est vrai. Enfin, comme dit Raphaël, il m'a envoyé une presse faite par quelqu'un de chez lui sur qu'est-ce qu'un conteneur, et je pense que la presse fait bien 1 heure, 1 heure et demie. Donc, au final, un pod simple
avec le format d'objet Kubernetes que je vous ai montré tout à l'heure, ben c'est tout ce qui est API, kind, metadata, name et tout, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un objet Kubernetes, donc ça a ses attributs. Et puis ensuite, ça a une spec qui liste les containers qui doivent tourner dans le pod. Donc ici, on dit qu'il y a un container qui s'appelle ngx, on spécifie l'image, donc ça va aller chercher sur le repository qui est configuré. Et puis on dit que ce port, ce container expose le port 8080. C'est déclaratif et on verra comment ça marche tout à l'heure. Quand on donne ça à Kubernetes, Kubernetes sait quoi en faire pour faire tourner un pod. Donc je vais continuer un petit peu sur décrire quelques objets Kubernetes brièvement et après je viendrai sur comment est-ce que ça tourne en pratique sur vos machines, sur vos serveurs, comment est-ce que ça marche. Le truc, c'est que, donc, comme j'ai dit, des objets, il y en a beaucoup. Ça, c'est un pod, sauf que là, vous automatisez pas grand-chose si vous devez à chaque fois déclarer que j'ai 6 pods de mon application, 2 pods pour ma base de données, et ainsi de suite. Et puis, un pod, quand vous le créez, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qui se passe s'il disparaît? Donc, on va un peu plus loin avec ce qui s'appelle des deployments. Donc, encore une fois, je simplifie, il y a d'autres moyens de faire des choses. Ça, en plus, ça change dans les versions Kubernetes en ce moment. Et donc, un déploiement, c'est pareil, on va faire un objet avec une version. Donc là, vous pouvez voir que la version, c'est V1 bêta 2, parce que les déploiements, c'est la 2e bêta, donc c'est la 2e release où c'est en bêta. C'est pas encore final. Donc, normalement, la spec est définie, la conf est définie, toutes les interfaces sont définies, mais il y a encore des bugs, il y a encore des petites choses qui ne sont pas forcément bien implémentées, c'est documenté. Ensuite, on dit, c'est quoi? C'est un déploiement, pas d'originalité. On met des métadatas. Donc là, on dit, c'est le déploiement pour déployer mes ngx. Et là, on met un label. Un label, c'est donc là, on met le label app qui vaut ngx. Un label, c'est un tag que vous pouvez mettre sur n'importe quel objet. N'importe quel objet dans Kubernetes, vous pouvez lui assigner autant de labels que vous voulez. On verra à quoi ils servent plus tard. Puis ensuite, la spec de l'objet déploiement, elle dit qu'un déploiement, ça doit avoir une clé réplica. Mais réplica, c'est tout simplement, on va déployer des pods, je ne vous surprends pas, combien est-ce qu'on en déploie sur notre cluster. Donc là, on dit qu'on veut en déployer 3. Et qu'est-ce qu'on déploie? On déploie un template. Et dans la clé template, la doc du déploiement, on dit que dans la clé template, en fait, vous remettez exactement le pod qu'on a vu avant, à la slide d'avant, donc le pod ngx qui écoute sur le port 8080, avec ses labels, avec ses choses comme ça. Résultat, qu'est-ce que va faire Kubernetes? Lui, vous allez lui donner un deployment. Il va dire, OK, il faut que dans mon cluster, il y ait 3 pods ngx qui ressemblent à ça. S'ils ne sont pas là, il va les créer. S'il y en a un qui disparaît, il va leur créer. Si vous tuez une machine, il va leur créer. Parce que vous lui avez dit de manière déclarative, là, dans mon cluster, il faut qu'il y ait un déploiement de 3 conteneurs ngx. Encore une fois, on n'est pas dans une approche de programmation où je vais spawner à la main ou des choses comme ça. Vous déclarez un objet et Kubernetes va essayer de faire en sorte que la réalité corresponde à l'ensemble des objets que vous lui avez donnés. Là, on dit, moi, j'aimerais bien que la réalité, il y ait 3 pods ngx dans un déploiement, il va le faire. Les déploiements, ça a beaucoup de fonctionnalités en plus. Par exemple, là, si je dis, en fait, déploie-moi la version 1.7.10 de ngx, il va automatiquement couper les pods un par un ou 1% par 1% de l'ancienne version, en démarrer des nouveaux. Il faut qu'il y ait au minimum tant de pods vivants. C'est comme ça qu'on regarde si un pod est up ou pas up, et ainsi de suite. Donc un déploiement, ça peut vite faire des dizaines ou plus de lignes, parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Mais voilà, l'idée, c'est juste, vous dites à Kubernetes ce que vous voulez, et il essaye de faire en sorte que la réalité corresponde à ça. Alors évidemment, si vous n'avez pas de machine dans votre cluster, il ne va pas pouvoir. S'il n'y a plus de RAM, il ne va pas pouvoir, mais au moins, il vous le dira, attention, la réalité n'est pas ce que tu m'as demandé. De la même manière que les déploiements, j'avais parlé un petit peu ce matin du réseau sur Docker. Kubernetes, en fait, on s'en moque du réseau. Alors, on s'en moque pas vraiment, j'ai une slide qui dit un petit peu comment ça marche après. Mais en fait,
On ne s'occupe pas de faire du port forwarding, on ne s'occupe pas de faire des choses comme ça. On déclare ce qu'on appelle des services. Donc un service, c'est pareil, version, kind, metadata, spec. Et là, on a la spec du service tel que décrite par la doc. On a un selector. Alors un selector, là, en fait, on dit, mon service, ça va être un service au sens applicatif, ça va être quelque chose d'accessible par le réseau. Mais ça, c'est la cible, c'est le back-end. Vers quoi il va pointer mon service? Là, on lui dit, il va pointer vers tous les pods qui ont le label app qui vaut NGIX. Si vous vous rappelez à la slide d'avant, on avait dit que dans mon déploiement ou dans mes pods, on mettait des labels aux pods. C'est là où on s'en sert. Donc après, c'est pas le service va pointer vers tel déploiement, le service va pointer vers telle chose. En fait, il fait une recherche. C'est vraiment dynamique. C'est pas, je parlais ce matin d'observabilité, de discoverability et de choses comme ça. Là, c'est fait. C'est Kubernetes qui va s'en occuper. Quand vous allez créer le service, il va aller regarder, hop, tous les pods qui matchent ça, on va envoyer le trafic dessus. Peu importe comment ils sont créés. On verra un peu plus tard pourquoi c'est important. Et puis après, on lui dit, en fait, tu vas écouter, le service, il va écouter sur le port 80, et puis il va envoyer ça sur le port 80-80 de tous les pods qui matchent. Si vous vous souvenez juste avant, on avait dit on avait déclaré que notre NGIX, il écoutait sur le port 80-80. Là, ce que ça fait, c'est que ça va créer un service qui va rediriger le port 80 vers les ports 80-80 de tous ces containers. Je ne rentre pas dans les détails d'implémentation parce que pour l'instant, on n'a pas parlé d'implémentation et en fait, on n'a même pas choisi d'implémentation. Alors, pour caricaturer, ça peut être fait avec des règles IP-tables ou ça peut être fait en configurant un load balancer hardware. Pour l'instant, on s'en moque. On dit juste qu'on veut un service qui écoute sur le port 80-80 et qui envoie sur le port 80 et qui envoie sur le port 80-80 des pods qui matchent nos labels. Voilà. Ah oui, et puis après, une fois que vous donnez ça à Kubernetes, il va vous retourner un objet où dans le status, il y aura par exemple l'IP à laquelle le service est accessible. Parce qu'il vous dira, moi j'ai créé une IP et si tu tapes cette IP-là sur le port 80-80, tu arriveras sur un des pods que tu as mis avant. Derrière, l'implémentation n'est qu'un détail qui pour l'instant peut être non défini. Mais on le définira ensuite. Après, le service va aussi créer des noms DNS. Vous pouvez aussi créer des services qui pointent vers des choses qui ne sont pas des pods. Je veux avoir un service qui pointe vers mon MySQL qui est sur une VM à côté. Vous dites, je veux un service qui pointe vers tel IP, tel port. Et Kubernetes va le créer comme n'importe quel autre service. Il n'y aura pas de différence. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de bêta qui est les ingress qui permettent de directement configurer du load balancing HTTP. Derrière, ça va vous configurer votre ELB chez Amazon ou votre F5 ou votre achat proxy ou ce que vous voulez. Vous créez l'objet qui s'appelle ingress et derrière, ça va configurer le load balancer, le faire pointer vers les bonnes IP, les bons ports, les bons pods et réagir aux changements. Il y a un nouveau pod, il y a un pod qui s'en va, il s'occupe de tout. Après, un autre objet utile où les gens commencent à avoir un petit peu peur, c'est ce qui s'appelle les stateful sets. Stateful sets, c'est fait pour mettre vos applications avec des données persistantes dans Kubernetes. On entend beaucoup parler des containers comme quelque chose d'éphémère, comme étant du cattle. L'inverse, je ne sais plus. Bref, comme étant quelque chose qui est très bien pour tout ce qui n'est pas persistant. Mais en fait, un container, moi à l'heure actuelle, j'ai aucun scrupule à mettre un Postgres dedans. J'ai aucun scrupule à mettre un cluster Elasticsearch dedans. Les gens le font, ça fonctionne bien grâce à ce qu'ils appellent les stateful sets. Un stateful set, en fait, c'est dire le container n'est pas anonyme, le container n'est pas jetable, le container est important et surtout, son volume est important parce que je ne vais pas montrer l'exemple, mais vous pouvez dire Kubernetes, crée-moi un volume comme Docker pouvait monter des volumes, mets-le sur ma VM, le problème c'est mets-le sur mon pod, le problème c'est qu'il recrée un pod, il va recréer un nouveau volume. À peu près. Avec les stateful sets, en fait, on dit à Kubernetes, c'est important. Il faut qu'il y ait des volumes. Les volumes sont importants. J'ai un cluster Elasticsearch avec 5 nœuds. Si je dis qu'en fait, il y a un nœud, le nœud 1 qui tombe, il faut que tu me recrées le nœud 1 avec le même disque persistant, avec les mêmes données.
ne faut pas que tu me recrées un E1 avec d'autres données. Parce que on peut, mais on arrive vite à des problèmes. Il y a aussi, ça devient prédictible, parce que vos pods, les hostnames sont configurés avec des noms aléatoires, ou à peu près aléatoires. Là, vous savez que le premier pod que Kubernetes créera avec votre stateful set, il aura l'identifiant 1. Le deuxième aura l'identifiant 2. Vous savez que le premier sera toujours créé en premier. Si vous devez initialiser un cluster, vous regardez, vous dites si mon identifiant c'est 1, alors j'initialise, sinon je n'initialise pas. Et donc en fait, ça vous permet de créer, comme ça, vous dites j'ai un stateful set, j'ai 3 serveurs dedans, chaque serveur aura son volume, et si le pod 2 tombe, eh bien, il y a un nouveau pod 2 avec le même hostname, le même volume, les mêmes propriétés qui sera recréé. Alors, il y a une question là-bas. Après, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais... Non, t'inquiète pas. C'est une curiosité. Tu parles de données persistantes, c'est super. Est-ce qu'il y a des clients de backup qui se pluguent sur ce genre de choses? On en parlera. D'accord. En fait, je vais détailler un peu après qu'est-ce que sont les volumes, comment ça marche. Mais en gros, prenons un cas, tu es dans le cloud. En fait, ça va juste créer un volume persistant sur ton Amazon. Et ensuite, tu le backup comme tu veux. Après, si tu veux backuper ton volume, alors soit tu peux le monter ailleurs, et auquel cas c'est facile, soit tu peux lancer une commande dans ton container, ou tu peux lancer un container, un sidecar, qui va faire ton backup à côté, qui a aussi accès au volume. Mais les gens ont plus maintenant tendance à essayer de faire des snapshots des volumes persistants. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il y a des outils pour aider à faire ça? Parce que faire un backup, je vois à peu près, mais ça, je vois moins déjà. Alors, il y a des outils, je ne les ai pas trop explorés, je vais toucher un tout petit peu après, avec aussi tout un système de job qui peut te permettre de les lancer, permettre de lancer des containers, de lancer des commandes à intervalles réguliers. D'accord, ok, merci. Et donc là, c'était un exemple, mais il y a aussi plein de trucs dans Kubernetes, plein d'objets différents. Voilà, les jobs, les cron jobs. Donc un job, c'est un container que vous lancez, il doit faire quelque chose, retourner 0, et après il disparaît. Donc quand vous créez un job, en fait, Kubernetes, il va créer un pod qui va exécuter la commande que vous lui avez donnée, tant qu'il n'y en a pas un qui retournera 0 pour dire que ça a réussi. Donc c'est bien, par exemple, pour des jobs d'import de données, votre important, c'est que le job soit lancé une fois et réussisse une fois, et lui va s'occuper de le relancer automatiquement s'il y a besoin. Les cron jobs qui permettent de lancer des jobs régulièrement. Network policy, j'y reviendrai, c'est pour créer des règles de firewall. Daemon set, c'est pour dire je veux qu'un pod tourne sur tous les nœuds de mon cluster. Un exemple, votre soft de monitoring. Vous pouvez l'installer sur le host, mais c'est mieux en fait de le mettre dans un container et de dire à Kubernetes, je veux que ce container tourne partout. Voilà. Il est daemon set, c'est fait pour ça. Il y a les volumes, les secrets, des trucs pour des variables d'environnement, de configuration. Enfin, il y a plus d'une quarantaine d'objets. Et un point très important, c'est que vous pouvez créer vos propres types d'objets. Il suffit de dire à Kubernetes, voilà un schéma de à quoi doivent ressembler mes objets. Et je crée mon objet. Ce qui permet d'être très extensible, parce que si vous avez des fonctionnalités spécifiques, si vous créez des objets, je dis une bêtise, parce qu'on n'a pas les SMI pour configurer des HSM, parce qu'il y a une API pour faire tout ça, et vous voulez que ce soit configuré par Kubernetes, vous créez votre schéma. Après, ce sera à vous, évidemment, de créer le code qui va faire les choses comme ça, mais vous pouvez dire, c'est décrit comme un objet Kubernetes. Et résultat, il y a beaucoup de fournisseurs externes qui en fait vont dire, nous, on étend Kubernetes en créant notre propre type d'objet. Si vous créez ça dans Kubernetes, notre logiciel va être capable de le lire et de faire ce qui est décrit dans l'objet. Donc ça devient une interface de configuration assez uniforme. C'est un détail, mais c'est vraiment très puissant. Heureusement que j'ai plus de temps. Donc voilà, donc ça c'était, encore une fois, je vais vite, je survole, il y a des petites imprécisions, mais j'espère que ça vous aide à situer un petit peu. Parce que là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour nous, c'est comment est-ce que tout ça s'est architecturé. J'ai dit qu'on pouvait décrire l'état rêvé dans lequel on voulait notre production et Kubernetes s'arrangeait pour que ça devienne ça, s'il pouvait.
Mais en fait, comment ça marche derrière? En fait, la base de tout ça, c'est un Key Value Store qui s'appelle etcd. etcd, c'est développé par CoreOS. C'est un Key Value Store, on va dire à la même cache, mais un petit peu plus moderne, parce que c'est distribué. Donc, il est distribué au sens où il vous faut 3 masters qui discutent entre eux, donc je crois que c'est du Raft, le protocole de distribution entre eux. Vous donnez une clé à etcd, il la stocke, ça va être répliqué, ça va être distribué, il y a de la haute disponibilité. etcd s'occupe de ça. C'est écrit en Go, c'est plutôt très très bien testé vu le nombre de gens qui l'utilisent, et c'est assez simple en termes de fonctionnalité. Une fonctionnalité très importante, c'est que etcd vous permet de watch des clés. C'est-à-dire, vous pouvez dire à etcd, je suis intéressé par des clés qui s'appellent comme ça. Bon, il y a des choses un peu plus compliquées. Préviens-moi dès que l'une de ces clés est créée, modifiée ou supprimée. C'est une fonctionnalité qui est très importante. Je vais vous montrer pourquoi après. Après, cet etcd, donc c'est le prérequis à tout Kubernetes. Vous pouvez le faire tourner sur un node, mais si vous faites de la prod, vous allez le mettre sur 3 ou 5. Parce que c'est vraiment là que toute chose persistante est. Il n'y a rien de stocké ailleurs. Tout le reste est pas stateful, mais tout le reste n'a pas vraiment de données de production stockées. C'est vraiment clé. Il faut que vous ayez des backups. Il faut que vous ayez une procédure de recovery. C'est là où tout est stocké pour votre cluster. Ensuite, devant ça, il y a un serveur API. Un serveur API, c'est, j'allais dire, un petit programme en Go. Non, c'est un assez gros programme en Go qui n'a qu'un objectif, c'est d'interfacer avec etcd et de fournir une API REST documentée, versionnée. Ils ont fait ça plutôt proprement au niveau du design de l'API. Et en fait, l'API serveur, dès que vous allez faire une requête, il va soit aller lire, soit aller écrire, soit les deux dans le cluster etcd. Le protocole derrière, c'est du gRPC. C'est pas forcément le plus trivial à utiliser et tout. Ils ont décidé de standardiser ça derrière un serveur, un simple serveur HTTP en Go. Le truc qui est bien, c'est que c'est stateless, donc en fait, vous pouvez en avoir plusieurs. Si vous avez besoin de scaler, vous en démarrez d'autres. Si vous avez besoin de HA, vous en mettez d'autres qui tapent sur le même cluster de etcd, vous mettez un load balancer devant et ça scale. En pratique, de ce que j'ai pu voir chez les gros déploiements, c'est plus etcd qu'il faut scaler que le serveur d'API. Mais bon. Ensuite, là c'est bien, on a une API qui permet d'écrire des clés dans etcd. Donc, par exemple, un objet va être écrit dans etcd. Vous dites, je veux regarder les pods qui sont sur mon cluster, vous faites un call sur l'API /pod, vous avez la liste des pods depuis etcd. C'est pas très dynamique. L'API serveur, il est stateless, c'est juste un serveur HTTP, c'est-à-dire il n'y a pas d'intelligence qui tourne derrière. Si vous ne faites pas de requête HTTP dessus, il ne se passe rien. Donc en fait, derrière, toute l'intelligence va être dans 2 modules supplémentaires. Le controller manager, qui lui, il va s'interfacer avec le serveur API, et c'est lui qui va contenir toute la logique des objets de Kubernetes. Donc c'est ce qu'ils appellent les boucles de contrôle. Et c'est par exemple lui qui va voir, il y a un objet déploiement qui demande 3 pods ngx. Donc en fait, il va poller, il utilise justement, plutôt que de poller, l'API watch, la fonction de watch de etcd dont je vous ai parlé avant. Et il va surveiller le deployment controller. Il va surveiller tous les objets deployment. Quand il y en a un qui est créé, il va dire j'ai un projet deployment, il demande 3 pods ngx. Donc il va faire une requête sur l'API serveur pour dire crée-moi 3 pods ngx. Et l'API serveur, il va écrire dans le etcd que il faut 3 pods ngx parce que la boucle de contrôle des deployments m'a dit qu'il en fallait 3. Jusque-là, c'est complètement virtuel, rien n'a été créé sur votre infra. C'est juste, il y a un API serveur, on fait des calls HTTP dessus, et puis on a quelques boucles, une pour les deployments, une pour les services, une pour les différents objets Kubernetes, qui vont chacun regarder les clés qui les concernent et vont faire les opérations qui doivent correspondre à leur fonction. Donc deployment va créer des codes, un ingress va
déployer des pods. Un ingress va faire autre chose. À côté, là, on a le deuxième cerveau de Kubernetes qui est différent. Lui, c'est le scheduler. Le scheduler, il est là pour... Lui, en fait, il watch les pods. Il regarde dans le TCD, il regarde vraiment quelle est la liste des pods que le cluster est censé faire tourner. Et il va les répartir sur les différents serveurs qui sont dans votre cluster. Donc là, il y a beaucoup d'intelligence. Sachant que chacun des choses, vous pouvez mettre le vôtre à la place. Il y a une API, c'est défini. Vous pouvez très bien écrire le vôtre, le modifier l'existant pour mettre votre logique custom ou l'étendre, ou ainsi de suite. Le scheduler, mais en fait, c'est là où il y a toutes les problématiques de... Bon, un container me demande 1 giga de RAM, il faut que je le mette sur une machine qui a au moins 1 giga de RAM. Un deployment me dit ce serait bien que les serveurs ne soient pas dans le même data center. J'ai 3 pods qui doivent être sur 3 data centers différents. Sur quel serveur je les mets? Donc lui, c'est vraiment, il va lire etcd la liste des pods qui peut avoir été créée soit manuellement, soit par le contrôleur manager parce que ça vient d'un déploiement. Et il va les assigner. Donc il va lire dans etcd la liste des machines qui sont dans votre cluster. Il va regarder la RAM disponible, le CPU disponible. Il va faire tourner sa boucle et il va dire les pods qui à l'heure actuelle ne tournent nulle part, je vais les faire tourner là. C'est vraiment une architecture où ils ont découpé chaque brique avec à chaque fois des API claires et définies pour que ce soit documenté, pour que ce soit testable. Parce qu'ils font beaucoup de choses. Par exemple, le scheduler est entièrement testable en isolation. Vous lui donnez des situations un peu bizarres où il n'y a plus de place sur vos serveurs, où il y a des cas particuliers. Lui, en fait, il va juste écrire la réponse dans le TCD. Ce qui permet, ils ont vraiment une suite de tests assez étendue qui testent chaque composant individuellement. Et vous, ça vous permet aussi, comme je disais, de pouvoir les remplacer. Vous voulez écrire votre propre scheduler, il y a pas mal de gens qui le font. Vous pouvez écrire votre logique, vous lancez les tests et vous regardez si ça marche bien. Et ensuite, si ça marche bien, vous êtes à peu près confiant de remplacer votre scheduler de production avec celui-là. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le back-end Kubernetes. C'est un peu complexe, pas tant que ça. J'ai déjà déployé des choses propriétaires beaucoup plus complexes que ça, surtout quand ça parle distribué et compagnie. À chaque fois, ce sont des programmes en Go. Donc c'est un binaire, vous le lancez, il y a les arguments, il y a de la doc, il y a des API, et tout communique par... Alors, tout à l'heure j'ai dit HTTP, en vrai, maintenant il commence à communiquer à gRPC. Parce que comme je disais ce matin, quand vous avez 20 000 nodes dans votre serveur, la surcouche HTTP et JSON commence à être vraiment lourde. Donc maintenant c'est du format binaire avec gRPC tout du long. Que quelqu'un pose la question tout à l'heure. Maintenant, on va parler des boîtes jaunes. Qu'est-ce que les boîtes jaunes? Les boîtes jaunes, c'est vos serveurs que vous allez mettre dans votre cluster Kubernetes parce que vous avez passé un peu de temps à utiliser votre back-end, à mettre en place votre back-end, ou vous utilisez un back-end hébergé. Il y a des gens comme CoreOS, Google, Microsoft qui, en fait, vous disent nous, on vous fournit tout ça as a service. On vous crée votre cluster, on vous crée votre back-end, vous n'avez plus qu'à nous pointer les nœuds dessus. Donc, c'est une partie assez séparée. En pratique, il y a assez peu de maintenance à faire dessus. Là où tout le travail va... Et ça peut tourner n'importe où. C'est important. C'est pas forcément... Ça peut être des machines dédiées, ça peut être dans votre propre cluster Kubernetes, où on devient Kubernetes Inception et des choses comme ça. Ça peut tourner juste sur votre machine parce que vous lancez un Kubernetes, les 3 process, et vous avez quelque chose qui tourne. Donc ces boîtes jaunes sont vos serveurs, votre production dans le data center, dans le cloud, dont vous voulez qu'ils fassent partie de votre cluster. C'est pas forcément, il faut que j'utilise une image ISO fournie par Kubernetes avec tout plein de trucs préinstallés dessus. En fait, c'est n'importe quel serveur, Linux ou Windows, parce que Kubernetes tourne sous Windows, avec des containers pour Windows, sur lequel vous faites tourner, encore une fois, un simple programme Go qui s'appelle le kubelet, qui est là pour faire l'interface. En fait, c'est l'agent de Kubernetes sur vos serveurs. Il va se connecter au serveur Kubernetes, il va s'authentifier, il va remonter des infos, combien j'ai de CPU, combien j'ai de mémoire, quel est mon IP, est-ce que je suis en bonne santé, des choses comme ça. Puis, encore une fois, il va se mettre à watch les pods qui lui sont assignés. Le scheduler, comme on a vu tout à l'heure, il a pris la liste des pods, il les a assignés à des nœuds.
ben lui, en fait, le nœud, il va watch la liste des pods qu'il est censé faire tourner, et encore une fois, il va s'assurer que la liste qu'on lui donne, ce soit la réalité. Donc il va regarder, est-ce que j'ai des pods qui tournent, est-ce que j'ai des containers qui tournent? Oui, non, ah zut, j'en ai 2 à faire tourner, ils ne tournent pas, ben, je vais les lancer, je vais créer le container, et puis après, je vais dire au serveur que c'est bon, ce container-là est up. Vous l'installez comme vous voulez. C'est un programme Go, c'est compilable un peu n'importe où. Vous pouvez le déployer avec votre chef. Et une fois que vous avez fait ça, votre nœud est dans Kubernetes. C'est généralement une bonne idée de ne pas mixer des choses déployées à la main et des serveurs qui sont dans votre cluster Kubernetes. C'est faisable. Vous pouvez dire « Ah, je mets Kubelet partout et c'est bon, ma prod est un cluster Kubernetes ». Sauf que vous commencez à avoir des problèmes du type Kubernetes va parfois être seulement conscient des choses que lui a lancées. Vous allez avoir des choses que lui contrôle. Ah ben ce pod-là commence à prendre trop de RAM, je vais le bouger ailleurs. Sauf qu'en fait, c'était votre MySQL master qui était sur le même serveur. Et Kubernetes n'a pas forcément la main dessus. Donc c'est une bonne idée d'avoir des serveurs dédiés pour ça quand même. Alors j'ai dit que là c'est bon, vous étiez un serveur Kubernetes, un nœud Kubernetes, mais en fait il y a un petit truc en plus, toujours. C'est kubeproxy. Ben, kubeproxy, c'est pareil, c'est un binaire en Go qui, lui, ne va pas s'occuper de lancer des pods, lancer des containers, lancer des choses comme ça. Lui, il va s'occuper de... Alors, c'est pas forcément le plus beau boulot du monde, hein. Il va faire des règles IP tables. Ou de l'IPVS, du contract, parfois des choses un petit peu plus spécifiques en fonction de votre topologie réseau. Mais lui, en fait, il est là pour écouter les services, pour dire hey, là, je tourne avec... on a dit que mon pod il devait pouvoir communiquer avec un autre, avec un service. Il va mettre les règles de NAT qui vont bien. Il va faire le port forwarding. Il va faire toute la tambouille réseau. Donc c'est du IP table, IPVS de base. Et il va configurer la machine pour faire ça. Ils auraient pu le mettre dans le kubelet. Ils se sont dit ça n'a pas le même scope. D'un côté, il y en a un qui va faire qui va vraiment s'occuper des containers, l'autre il fait le réseau, on fait 2 process. Encore une fois, on découpe, on documente, on fait des choses qui sont interchangeables ou réimplémentables si on veut. Et puis après, sur votre node, il va y avoir tous vos pods que Kubernetes va lancer. Donc ça peut être un pod ou ça peut être 100 pods, je crois qu'il recommande de ne pas aller au-delà. Voilà, donc un nœud Kubernetes, en fait, c'est assez simple. C'est un process kubelet, un process kubeproxy, et puis après des pods qui sont gérés par Kubernetes. Alors là, je fais une petite précision parce qu'on en parle souvent et c'est un sujet qui commence à être un petit peu complexe parfois. Les prérequis réseau. Kubernetes, tout à l'heure, j'ai parlé de Docker, qu'on peut monter l'interface du host dans tous ces containers, qu'on peut faire des bridges, qui peuvent communiquer entre eux. En fait, Kubernetes s'est dit, on ne va pas faire ça comme ça, on va faire nos propres prérequis réseau. Et ces prérequis sont assez simples, c'est que tout container de votre cluster doit pouvoir communiquer avec tout autre container sans NAT. Donc soit vous êtes avec un beau layer 2 partout, ça marche, soit vous avez un beau routage propre avec, par exemple, il y a des choses qui vous permettent de discuter BGP avec votre core pour annoncer des subnets sur chacun des nœuds. Comme ça, c'est tout dynamique. Soit vous ne savez pas trop ce que vous faites, vous déployez ça dans un cloud mixte Amazon, OVH, Azure, et vous installez des trucs magnifiques qui vont vous faire du mesh IPsec entre tous les nœuds. C'est pas forcément propre, ça marche aussi. Kubernetes s'en moque. Le but, c'est que tous les containers puissent communiquer entre eux sans NAT. Ensuite, que tous les nœuds puissent communiquer avec tous les containers sans NAT. Donc c'est important parce que le container n'a pas forcément l'IP du nœud. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quand vous créez un pod dans Kubernetes, chaque pod a sa propre IP. Donc, ce que font des gens, par exemple Google sur des choses propres, c'est qu'ils mettent un /24 par serveur annoncé en BGP, et quand un pod est créé sur le serveur, il prend une IP du /24 et ça marche. C'est du routé layer 3 tout propre. Si vous faites BGP, c'est bien, faites-en. Et c'est le moyen le plus simple de déployer Kubernetes. Donc après, vous faites comme vous voulez, tant que chacun de vos nœuds a une plage IP qui est accessible depuis tous les autres. Vous la donnez à Kubernetes et il assigne les choses dedans. Et aussi, ça ils l'ont rajouté, je crois, il n'y a pas si longtemps, que l'IP d'un container, vu de l'intérieur du container, soit la même IP que de l'extérieur du container, pour éviter des règles de NAT parfois
un peu obscurs, ou des trucs de virtualisation, ou des choses comme ça. Là, ces 3 contraintes, je les ai prises de la doc. Ils ont une grosse page, le réseau sur Kubernetes. Ils ont 7 ou 8 pages sur des solutions différentes pour arriver au résultat, en utilisant des choses externes, en faisant du layer 2, en faisant du layer 3, en s'intégrant avec OpenStack, du BGP, des tunnels. Enfin, il y a vraiment beaucoup de solutions autour de ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un des points les plus importants quand vous faites du Kubernetes ou du container, en fait, c'est le réseau. C'est beau de faire du container sur la même machine. Dès qu'on fait du container, en fait, dès qu'on fait quelque chose de distribué au-delà de la machine, il y a des contraintes réseau qu'il faut prendre en compte. Ça peut être, par exemple, faire un LAN to LAN entre des data centers. De nos jours, on ne fait plus trop ça. Il y a du VXLAN, il y a plein de solutions. C'est les mêmes que pour faire de la virtualisation, c'est les mêmes que pour faire du container autrement. Ce que j'ai bien aimé avec Kubernetes, c'est qu'au moins ils décrivent quels sont les prérequis. Si ces prérequis-là sont respectés, ça fonctionnera. Et ensuite, ils donnent pas mal de solutions pour pas mal d'environnements. Un autre petit détail en parlant des nodes, j'ai parlé de Docker, mais en fait, Kubernetes, lui, tout ce qu'il veut, c'est un container runtime. Il veut quelque chose qui est capable de lancer des containers. Donc au début, c'était Docker, c'était fait pour Docker. C'était fait avec des appels shell à la commande Docker, parce que Docker n'avait pas d'API. Là, ça a beaucoup évolué en 2 ans. Et maintenant, il supporte plein de runtime, que ce soit Docker, que ce soit CRI-O. Donc c'est un runtime de container qui implémente une interface standard qui a été standardisée par la CNCF. Entre autres, Docker maintenant est compatible OCI ou va l'être. Donc bientôt, le container runtime Docker spécifique sera supprimé au profit du plus générique, vu que Docker a rejoint le standard. Rocket, donc je sais qu'il y a entre autres BlaBlaCar en France qui utilise ça. Donc c'est un système de container alternatif développé par CoreOS qui a ses propres spécificités. Ou Fracty, dont j'ai fait allusion à plusieurs moments. En fait, Fracty, c'est basé sur un hyperviseur. Et au lieu de spawner un container, il va vous spawner une VM et il va lancer un container dans la VM. Ça permet de dire, par exemple, dans des environnements de PCI ou des choses comme ça, qui n'aiment pas trop les containers, mais qui aiment bien les VM, de dire, j'utilise Kubernetes, mais chaque pod est sa propre VM. Donc ça ajoute plus d'abstraction. Après, vous, en pratique, à part détails d'implémentation ou bugs, vous vous en moquez. C'est juste vous configurez votre cluster Kubernetes pour dire moi, j'utilise Fracty comme runtime, et derrière, vos containers, vous les décrivez de la même manière. Vous pouvez même avoir des nœuds qui utilisent des runtimes différents dans le même cluster. Et vous dites, moi, mon container, là, il est critique, donc je veux qu'il tourne sur un nœud avec Fracty pour qu'il ait sa propre VM. Kubernetes va le schedule sur le node qui va bien. Là, ça, c'est un container Windows, il va le mettre sur un nœud Windows de votre cluster. Donc, il y a des gens qui font des déploiements de cluster Kubernetes, Windows, Linux. Et ça marche. Parce que le scheduler sait gérer tout ça, parce que le node, qui en fait est un objet dans Kubernetes, a les bons labels, et à partir de là, le scheduler peut savoir où mettre les choses. Des questions ? Je dirais que je suis super clair, c'est bien. Ensuite, vous avez un nœud. Alors, un nœud, c'est un peu triste. Donc, vous avez plein de nœuds. Donc, je crois qu'en 1.8, les recos, c'est moins de 20 000 serveurs. J'espère un jour que vous arriverez à la limite. Mais... Donc, Kubernetes, il le valide pour un certain nombre. C'est-à-dire que je parlais de tests. Il y a plein de vendors qui supportent Kubernetes. Chacun a sa propre suite de tests, donc à chaque version, il y a Red Hat qui va lancer ses tests, Google qui va lancer ses tests, Azure qui va lancer ses tests, ou à chaque PR, ou ainsi de suite. Bon. Et dans les tests, il y a des tests de charge. Qu'est-ce que ça donne, mon cluster Kubernetes avec 20 000 VM? Et il le lance et il regarde. Donc, derrière, voilà, il y a des infras. Je ne sais plus qui me disait qu'il y avait eu des petite blague le jour où Google a voulu dire à la CNCF au fait, maintenant, les tests de Kubernetes, c'est votre projet, c'est vous qui les payez, voilà la facture sur notre cloud. Voilà. Donc, résultat, c'est chaque vendor, maintenant, fait ses tests sur ses infras. Ce qui évite d'avoir des... Parce que quand vous lancez 20 000 VM, ça a un coût quand même. Un petit peu, même si c'est du cloud.
Et puis, vos nœuds, comme j'ai dit, ils vont discuter au même API serveur avec la même API gRPC ou HTTP JSON. Le protocole est documenté, il y a des libs pour accéder à tout ça. Voilà, ils ont, je trouve, réussi à faire quelque chose d'assez simple et élégant en généralisant beaucoup de choses. Donc il y a une vraie complexité derrière, mais au final, le schéma d'archi n'est pas si compliqué que ça. Et il y a assez peu de briques qui dépendent d'interdépendance, en fait, de choses vraiment critiques. C'est des petits programmes en Go qui discutent via des API, chacun a son propre domaine de responsabilité. Et je ne trouve pas ça très complexe par rapport à pas mal de solutions d'orchestration que j'ai vues. Et surtout, ils ont fait un design qui marche aussi bien, on verra tout à l'heure, en lançant sur votre laptop un cluster Kubernetes que sur des très grosses prods. Donc, très vite fait, parce que je ne suis pas une page de man, il y a un truc qui s'appelle kubectl, qui est une de vos interfaces principales avec le cluster Kubernetes. Encore une fois, un outil en Go, donc, qui tourne partout, qui communique avec l'API serveur sur des API classiques, qui vous permet d'administrer. Rien ne vous empêche évidemment d'écrire vos propres outils internes, vos propres dashboards, vos propres automatisations. kubectl, c'est assez simple. On lui dit, tiens, voilà 2 YAML, mon nginx de tout à l'heure et le service associé, applique-moi ça, c'est-à-dire mets ça dans la réalité que tu veux obtenir. Et puis ensuite, quand je fais un kubectl get all, il me montre tout ce qu'il y a dans mon cluster. Donc il me dit qu'il y a un pod nginx qui tourne depuis 12 heures, et puis qu'il y a un service qui a tel IP et qui écoute sur le port 80. Après, il y a kubectl run qui permet de lancer une commande arbitraire dans n'importe quel pod qui tourne. Logs qui vous permet de tail ou d'afficher les logs de n'importe quel pod dans votre cluster. Autoscale qui dit « Ah, mon Dieu, mon déploiement ne va pas, autoscale-le » ou configure un autoscaler pour ajouter des pods dynamiquement. kubectl top qui vous affiche un top de votre cluster, quel container consomme quoi ou quel nœud consomme quoi. Describe qui vous donne tous les détails sur un pod qui est en train de tourner, quels sont ses logs, quel est son statut, quand est-ce qu'il a été lancé, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des choses sur STDR. Voilà, port forward, très utile. Vous faites un kubectl port forward, mon container, et directement vous avez un port sur votre localhost qui est branché sur ce port-là du container. Ce qui est très pratique parce que ça passe tous les firewalls, tous les trucs comme ça. Voilà, attach pour avoir un shell dans n'importe quel pod qui tourne. Très pratique pour aller débugger. Le tout sans se soucier de où est le nœud, où est quoi, ouvrir du SSH ou autre, parce que tout ça, ça passe dans l'API gRPC, donc c'est dans du HTTPS ou dans des choses comme ça. Donc c'est vraiment pratique parce que plus de serveur bastion, plus de choses comme ça à partir du moment où vous êtes authentifié. Je vais juste en parler très vite fait. Kubernetes, c'est aussi un concept de fédération. Parce qu'un cluster, c'est au max, en termes de cloud, on va dire une région. Dans un cluster, c'est bien que tous les nœuds aient une latence maximale entre eux de quelques millisecondes au max. C'est pas une bonne idée de faire un cluster Kubernetes mondial parce que vous ne voulez pas que votre serveur web en France aille taper sur la base de données à l'autre bout du monde ou des choses comme ça. C'est faisable, c'est pas recommandé. La solution de Kubernetes, c'est de faire des fédérations. En fait, c'est un add-on à Kubernetes qui rajoute des types d'objets, fédération et compagnie, qui permettent de fédérer plusieurs clusters. Vous dites à la fédération, je crée un service sur la fédération, ça va vous configurer votre GLB qui va pointer vers une IP qui a été configurée sur tous les clusters de la fédération et ainsi de suite. Donc ça vous permet de gérer, par exemple, en termes d'Amazon ou fournisseur de cloud, un cluster par région et une fédération qui unifie toutes ces régions-là au niveau monde. Voilà. Des questions? Oui. Oui. Tu montrais l'API. Tu peux brancher l'API sur quoi pour tout ce qui est niveau authentification et tout ça? On va y venir. Super. Brièvement. Et j'ai pas trop regardé dans le détail, mais on va y venir. Du coup, j'ai le droit à une deuxième question? Oui.
Tu recommandes quoi pour jouer avec en local, à part Minikube? Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs? Minikube. Ok, Minikube. Alors, j'y reviendrai aussi à la fin parce que ça bouge vite. Il y a eu une annonce il y a 2 jours de Docker, comme quoi ils allaient supporter Kubernetes dans leur distribution entreprise et community. Oui, à côté de Swarm, ils avaient dit. C'est ça. Donc, a priori, j'ai pas regardé dans le détail, mais tu pourras faire un, je sais pas, Docker Kubernetes Start et tu auras ton cluster Kubernetes en local. Mais ça vient d'être annoncé, donc j'ai pas regardé. Ils se sont rendus compte que personne n'utilisait Swarm. Ou que c'était pas stable. J'ai rien dit. Voilà. Donc maintenant, je vais parler. Ah non, il y a une autre question devant. Nico. Attention. Ouais, merci. Sur le kubectl, donc sur le log c'est quoi en fait? C'est les logs, c'est la sortie standard ou l'erreur des conteneurs ou des C'est pods? ça. D'accord. J'aurais pu en parler vite fait. Il y a quelque chose qui s'appelle le 12 Factor, qui est un espèce de manifeste sur les containers, qui essaye de regrouper les best practices. Ok, donc Raphaël en parlera. Mais globalement, on attend qu'un container sorte tout sur std out et ensuite Kubernetes s'en occupe. Il y a une autre question là-bas, à l'autre bout. C'est une petite question sur Fracti, parce que finalement ça devient un peu de la virtualisation des années 90. Je vulgarise, mais quel est l'intérêt, à part l'isolation, donc pour tout ce qui est PCI, DSS ou autre chose comme ça, par rapport aux autres technologies de conteneurs comme Docker et les autres? Que des fois, votre auditeur PCI peut être pas forcément au point ou pas forcément... peut se dire qu'en fait, un container, c'est pas vraiment isolé, donc tu passes pas ta certif. Okay. Parce qu'un container, c'est pas isolé, alors qu'une VM, ça l'est, c'est marqué dans la doc. Ok, donc en fait, c'est juste comme ça, l'auditeur va voir que derrière, c'est un QEMU ou une IVIRT, et il va dire « Ah, c'est isolé, je tamponne ». Voilà. Après, il y a des gens qui trouvent régulièrement des failles pour sortir de containers. Il y a... Comme ce que je disais ce matin, un container n'est isolé qu'autant que les namespaces et les sysgroupes dans le kernel le sont. Et rajouter une couche de sécurité, c'est pas mal... parfois, ça peut être utile. Après, encore une fois, à chacun de regarder ses besoins. Spawner une VM, c'est pas la même chose que spawner un container. De souvenir, avec Kubernetes, sur un cluster un peu gros, spawner 10 000 containers, ça prend 5 secondes. On ne démarre pas 10 000 VM en 5 secondes, généralement. Après, ça dépend du nombre de hosts, ça dépend de tout ça. Mais un container est souvent beaucoup plus rapide à démarrer. Besoin de kernels différents, c'est hyper rare. Et a aussi une empreinte ressource souvent inférieure à une full VM. Une petite question ici, je reviens sur le réseau, ça m'a un petit peu échappé, je pense, je n'ai pas trop bien compris. Tous les pods peuvent communiquer entre eux? Oui, c'est un prérequis. Après, ça ne veut pas dire qu'en pratique, ils peuvent. Parce que justement, le kubeproxy, je vais y venir très vite après sur l'aspect sécurité, il y a quelque chose qui s'appelle les network policies, qui en fait va installer tu vas définir quelle communication est faisable sur ton cluster. Donc il faut que dans l'installation de base, ils puissent communiquer entre eux, mais après, tu as ton kubeproxy qui va mettre les règles IP-tables pour ne pas que ça arrive. Mais il faut que si kubeproxy met la règle IP-table qui va bien, ils arrivent à communiquer. Ce qui, ça, ne dépend pas de Kubernetes, mais dépend vraiment de ton infra. Voilà. Donc, presque fini. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler de quelques add-ons, parce que Kubernetes, comme Docker, comme tout projet complexe, c'est découpé. Donc, c'est découpé en petits modules indépendants, kubeproxy, kubelet, le scheduler, tout ça sont des binaires indépendants. Mais ils ont aussi créé des choses additionnelles qu'ils appellent des add-ons. Donc, je n'ai pas regardé dans le détail comment c'est fait. De souvenir, en fait, c'est juste des objets prédéfinis que vous lancez sur votre cluster. Vous voulez installer un add-on, vous ajoutez en gros un deployment, un service, et l'add-on s'installe tout seul, enfin, ça tourne dans des containers. Et ça peut faire tout plein de petites choses utiles. Un des add-ons que je pense tout le monde déploie, ou à peu près tout le monde déploie, c'est kubedns,
KubeDNS, en fait, c'est basé donc, sur DNSMask, et ça va peut-être changer suite à certaines découvertes sur DNSMask. En fait, il va écouter tous les services, et puis il va créer des noms de domaine. Donc là, j'utilise cluster.local, ce qui n'est pas une bonne pratique. N'utilisez pas de TLD de domaine que vous n'utilisez pas, que vous ne possédez pas. Voilà, il va par exemple créer des DNS ngx.svc.mynamespace.svc.cluster.local pour le service ngx qu'on a défini tout à l'heure. Ça vous permet, tout simplement, dans vos containers, vous voulez taper votre base de données, vous avez créé un service avec votre base de données, dans votre conf, vous dites que ma base de données est accessible à ce nom de domaine-là, et derrière, KubeDNS va faire en sorte que ça pointe vers le bon service, la bonne IP du bon service en interne. Il fait aussi des records SRV, donc classiques, et il donne aussi des hostnames pour les pods. Il vous crée vraiment un environnement DNS interne à votre cluster, et il met des noms DNS derrière toutes les IP qui peuvent être créées dynamiquement. Donc ça vous fait un peu du discovery interne en utilisant le DNS. Un autre add-on, donc c'est pareil, KubeDNS, c'est un deployment que vous mettez sur votre cluster qui va lancer des pods DNSMask, des pods qui vont générer la conf DNSMask en écoutant les événements qu'il y a sur le master Kubernetes. C'est rien d'autre. L'add-on, c'est vraiment, quand vous dites installer l'add-on, en fait, il crée un deployment dans un namespace kubesystem, qui est un namespace interne à Kubernetes, qui va juste lancer des services en plus sur votre cluster. De la même manière, il y a Kubernetes Dashboard. C'est un joli petit dashboard qui vous permet de principalement lire, mais aussi de modifier l'ensemble des objets qui sont sur votre cluster avec une jolie petite interface. Ça remonte aussi des stats système sur les conteneurs qui tournent, sur vos nodes, sur où est-ce qu'on en est. Vous pouvez regarder les logs des pods. Encore une fois, c'est pareil, c'est un simple service qui tourne. À chaque release de Kubernetes, de Kube Dashboard, il build un container Docker qui met sur un registry public. Et quand vous le lancez, il va télécharger les images, en faire tourner 2 sur votre cluster, mettre un service devant, et vous avez un dashboard. Il y a d'autres add-ons un peu plus spécifiques. Alors, c'est en train de changer un petit peu. Pour l'instant, ils appellent ça encore des ingress controllers, c'est-à-dire c'est des petits programmes que vous allez lancer sur votre cluster qui vont regarder les ressources, les objets ingress, donc qui sont des objets pour configurer des load balancers HTTP. Puis derrière, ils vont faire ce qu'il faut pour que le load balancer soit vraiment configuré. Sur AWS, ça va créer un ELB. Il va regarder, il va faire « Ah tiens, il y a un ingress qui doit être créé, il n'a pas encore de ELB correspondant. » Hop, ça va taper l'API Amazon, ça va créer un ELB, ça va le configurer correctement, et ça va redire au master, c'est bon, le ingress est opérationnel, tel IP, ça marche. Vous en avez pour ngx. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de configurer AWS, en fait, il va lancer des serveurs ngx, il va en lancer 3, 5, et il va générer automatiquement la configuration pour correspondre aux ingress qui sont configurés. Pareil avec HAProxy, pareil avec plein de choses. Donc je dis que c'est en train de changer parce que là maintenant il passe plutôt à des cloud controllers pour dire Google, tu veux fournir Kubernetes sur Google, tu écris un cloud controller avec tous les trucs spécifiques à Google dedans, parce qu'à l'heure actuelle c'est pas mal dans le code de Kubernetes, et là ils sont en train de les externaliser pour que chaque provider puisse avoir son propre contrôleur de cloud qui va créer les volumes persistants, créer les load balancers, gérer toutes les choses vraiment spécifiques au cloud. Ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle Hipster, bonus jeu de mots. Hipster, en fait, c'est un simple collecteur qui va s'installer un peu partout, remonter des infos sur les pods, remonter des infos sur les containers qui tournent. Et puis en plus, dans l'add-on Hipster, ça va vous mettre un InfluxDB, un Grafana, et voilà, vous avez un dashboard, enfin, vous avez plein de dashboards et de métriques sur ce qui tourne dans votre cluster. Après, vous pouvez le remplacer, vous pouvez regarder comment c'est fait, parce qu'encore une fois, c'est juste un déploiement qui va créer 2 instances d'Influx, un front-end Grafana et un Hipster pour collecter tout ça. En fait, c'est des fichiers YAML qui sont chez eux, donc si vous voulez le customiser, vous le prenez, vous le modifiez, vous le changez, et vous mettez votre propre monitoring, vous l'adaptez. Encore une fois, il n'y a rien de... Ce n'est pas des choses qui sont vraiment codées dans Kubernetes, ils utilisent les services.
Un petit aparté, il y a des gens qui font ce qui s'appelle Kubernetesception, parce qu'en fait, le kubelet dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas obligé de parler à un serveur. Il suffit de lui donner les objets à créer. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent les objets au kubelet. Le kubelet, il démarre, il fait démarrer tout le etcd, tous les trucs comme ça. Puis, il se connecte dessus. Et en fait, vous avez un cluster Kubernetes qui s'auto-héberge. Donc voilà, il y a des gens qui font des choses. C'est pas forcément... J'ai pas regardé. L'avantage, c'est que ça vous permet de mettre à jour votre Kubernetes. Bon, alors, il faut avoir confiance dans la techno, mais ça vous permet de mettre à jour votre Kubernetes, d'avoir l'achat, d'avoir tout ça, via Kubernetes lui-même. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec les add-ons, beaucoup de choses avec Kubernetes. Et la politique que, par exemple, la CoreOS avec Container Linux, c'est tout est dans un container. Sur votre OS, vous avez un init, vous avez le kubelet, vous avez le kube proxy, un NTP, et tout le reste, c'est des containers. Tout autre service. Ce qui permet de dire on a des machines en read-only, on a des machines qui se réinstallent automatiquement parce que il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit sur la machine. Elle démarre, elle va chercher sa conf sur le réseau et on a une machine. Alors un petit aparté, parce qu'en plus il y a eu des questions dessus, je suis content, sur la sécurité, parce que les conteneurs et la sécurité, il y a beaucoup d'a priori, à tort et à raison. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent du fait que les conteneurs, c'est pas sécure, parce que mon dev, il a fait des conteneurs et c'est ouvert au monde. Alors ça, c'est que vous ne faites pas bien votre boulot. Hein. Votre prod, c'est à vous. Personne ne vous a forcé à mettre ça en prod, j'espère. On peut faire de la sécurité avec les containers. Dans un pod, dans un deployment, une spec de pod, on peut mettre les capabilities Linux. On peut restreindre des choses. On peut vraiment avoir tout ce que fournit le noyau Linux à l'heure actuelle, le configurer pour les pods. Après, Kubernetes ajoute quelques abstractions, quelque chose d'utile dessus, comme les namespaces et les quotas. Donc, le nom a tout dit. On a des objets, encore une fois, parce que tout est objet, qui s'appellent des ressources quotas, dans lequel on dit il y a un CPU, 1 giga de RAM en request, c'est-à-dire mes pods, ils ont le droit de demander ça, au minimum, qui leur est dédié. Et puis après, au max, il y a 2 corps et 2 gigas de RAM. Et puis on dit ensuite, là j'ai un namespace, puis j'applique ce ressource quota dessus, et voilà, les gens qui ont accès à ce namespace-là, juste après, ils sont limités. Et donc vous pouvez dire, en fait, mes devs, ils ont le droit de déployer des trucs sur le Kubernetes de prod, mais ils n'ont pas le droit au total, ils ont le droit d'accéder qu'à ce namespace-là, et ils n'ont pas le droit d'utiliser plus que 10 corps et 3 gigas de RAM. Et derrière, Kubernetes va refuser d'allouer des pods s'il n'y a plus de ressources. J'ai simplifié, vous pouvez mettre des quotas sur beaucoup de choses. Et les pods peuvent eux-mêmes spécifier, dire « moi je suis un pod de serveur d'application, j'ai besoin d'1 giga de RAM ». Et c'est là où le scheduler va choisir où est-ce qu'il met le pod pour que le pod ait ce qu'il a demandé. Kubernetes peut aussi tuer des pods qui dépassent la RAM, Raphaël en parlera. Après, voilà. Les quotas s'appliquent au namespace. En fait, sur chaque pod, je ne l'ai pas montré, mais sur chaque pod, tu spécifies les ressources dont ce pod a besoin. Il a besoin de 2 CPU, 2 corps et tant de RAM. Après, tu peux spécifier ce qu'il demande, c'est-à-dire ce qui est nécessaire pour qu'il soit alloué sur un nœud, ce qui doit être disponible, et une limite max au-delà de laquelle Kubernetes tue si le pod fait n'importe quoi. Tu peux dire, mon pod serveur application, s'il dépasse 2 Go de RAM, tu le tues. Bon, en vrai, il le tue, il va le redémarrer ailleurs. C'est comme ça qu'on a des trucs comme racontera Raphaël. Et après, là, les quotas que je mets, c'est au niveau du namespace. Donc, tu peux créer des namespaces, autoriser des utilisateurs à ne pouvoir se connecter qu'à un namespace. Et ensuite, au global dans le namespace, les pods ne peuvent pas consommer ou demander plus que tant de ressources. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Quand ils travaillent, il y a des équipes très diverses qui déploient des trucs dans de la recherche, dans des choses comme ça. Ils ont des gros clusters Kubernetes, ils mettent des namespaces par équipe et les gens se débrouillent. Et on sait qu'une équipe ne bouffera pas les ressources d'une autre. Donc ensuite, il y a, je l'ai évoqué, les pod security policy, parce qu'il y avait une question tout à l'heure. Vous configurez SE Linux, vous pouvez dire les ports autorisés, les volumes que la machine a le droit de monter.
Vous pouvez dire que tel pod doit tourner en route, tel pod doit avoir accès au /proc ou au device directement de la machine. C'est utile, par exemple, pour votre soft de monitoring. Votre soft de monitoring, vous le lancez dans un container, mais il faut qu'il ait les autorisations pour pouvoir poller. Vous le lancez dans un container parce que vous voulez le distribuer comme ça, mais en fait, vous voulez qu'il ait les mêmes autorisations que le host. Donc, vous pouvez dire, ce pod-là, oui, c'est marqué dessus, lance-le avec full autorisation, comme si c'était un process du host. Vous pouvez même le lancer sans chroot, sans rien, c'est un process. Ou à l'inverse, vous pouvez configurer du SE Linux, configurer des capabilities, vraiment restreindre tout ceci. Et je l'évoquais aussi tout à l'heure, comme quoi les questions sont pertinentes. Il y a les network policy qui permettent de dire, voilà, je veux que là on dit que tous les pods qui ont un label access égale true, ils ont le droit d'accéder aux pods qui ont un label run égale ngx. Et automatiquement, kubeproxy, qu'on a vu tout à l'heure sur le nœud, va créer les règles ipétables, les modifier, les ajuster s'il y a des pods qui bougent de machine, qui meurent, qui renaissent et ainsi de suite. Ça vous permet vraiment de spécifier des ACL réseau sans passer par un firewall central, sans passer par des choses comme ça. En pratique, vous pouvez mettre ça, donc je ne l'ai pas évoqué, mais vos objets, c'est des fichiers YAML. Dans un fichier YAML, vous pouvez mettre plein d'objets. Donc vous pouvez, dans le pod, en dessous, définir ses volumes, en dessous, définir ses network policy, en dessous, définir ainsi de suite. Vous avez un fichier, vous faites un kubectl apply, et Kubernetes s'occupe de faire en sorte que ça marche, s'il peut. Très vite fait, il y a du role-based access management qui est nouveau, qui n'est plus en bêta. Voilà, c'est pareil, vous créez des rôles. Donc là, on crée un rôle qui s'appelle PodReader, qui donne accès à l'API Kubernetes, à la ressource pod, qui donne le droit de lire les infos sur les pods. Et puis, on crée un role binding qui autorise notre utilisatrice Jane à se connecter avec le rôle PodReader. Et voilà. Donc, à partir de là, vous pouvez vraiment restreindre. Donc, l'authentification de Kubernetes, je n'ai pas vraiment abordé les back-ends d'authentification. C'est pluggable sur plein de trucs. Par défaut, c'est des users et des certificats. Après, CoreOS a sorti un truc qui vous permet de le brancher sur du SAML, sur du LDAP, sur plein de choses. Encore une fois, c'est juste une API à implémenter. Et avec ça, vous autorisez, vous donnez des droits à des groupes ou à des utilisateurs sur l'API Kubernetes. Comme on a vu tout à l'heure, tout passe par l'API serveur. Donc, ça peut être autoriser une application à lire le statut du cluster Kubernetes, parce que par défaut, elles n'ont pas forcément le droit. Ça peut être un utilisateur qui a le droit de tout faire dans un namespace spécifique. Ça peut être votre monitoring qui a le droit de lire le statut des pods d'un namespace. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est du airbag classique. Donc ça, par contre, c'est assez nouveau et bienvenu. Et résultat, avec tous ces outils-là, vous pouvez faire du cluster mutualisé. Vous pouvez faire votre cluster de dev. Vous vous dites, voilà, les développeurs, vous avez votre accès kubectl, vous vous authentifiez avec votre compte GitHub ou votre compte interne ou votre LDAP ou autre. Puis, vous pouvez faire votre kubectl et créer des clusters comme ça vous chante sur des machines que nous, on gère. Vous pouvez avoir votre Jenkins qui, automatiquement, à chaque fois que vous avez un commit dans votre repository d'objets Kubernetes, va faire un apply pour pusher la conf dans Kubernetes. Vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Pour simplifier tout ça, il y a plein de projets autour de Kubernetes, parce que comme, encore une fois, tout passe par l'API serveur qui est documenté, il y a un client officiel de l'API pour Go et pour Python. Il y a des clients officieux pour à peu près tous les langages, enfin non officiels, donc supportés par la communauté. Donc il y a plein de choses qui ont été créées. Par exemple, il y a Helm. Helm se définit comme un package manager pour Kubernetes, c'est-à-dire vous pouvez faire, je ne sais plus, je crois que c'est Helm start, je vais dire Elasticsearch num égale 5, et il vous démarre un cluster de 5 nœuds Elasticsearch. Voilà. Parce que derrière, ils ont un système de recipe qui dit comment est-ce qu'on installe un cluster Kubernetes, comment on l'initialise, où aller chercher les images. Et derrière, il va vous créer en fait des fichiers YAML
qui correspondent à la conf que vous lui avez demandé. Il va savoir gérer les mises à jour, ça va faire plein de trucs. Donc encore une fois, c'est bien parce que vous pouvez créer vos propres charts. Ce sont les fichiers Helm qui décrivent tout ça. Donc vos applications, au bout d'un moment, parce que créer les objets Kubernetes à la main, c'est un peu pénible, Helm vous aide à automatiser les montées de version, le versionning, le fait de devoir créer peut-être 3 deployments, 2 services, un ingress, parce que c'est une application un peu complexe. Helm permet de faire tout ça. COPS, KubeAWS, Bootcube, il y en a d'autres. C'est des services qui installent votre cluster Kubernetes, généralement sur votre provider de cloud ou sur vos machines. Par exemple, KubeAWS, vous lui dites créez-moi un cluster Kubernetes avec 12 nœuds de type M3 dans telle région. Vous faites entrer. Il va générer, je crois que c'est du Terraform derrière, et il va vous créer votre cluster. Et au bout de 5 minutes, il vous dit voilà, votre prod est prête. Avec derrière la gestion de mise à jour de Kubernetes, mise à jour de toutes ces choses-là. Ce sont des outils assez pratiques pour, si vous ne voulez pas créer votre cluster Kubernetes à la main. Je mettrai un petit bémol là-dessus. Créez votre cluster Kubernetes à la main au moins une fois, vous saurez comment ça marche. C'est des technos, c'est pas magique, c'est pas c'est automatique, mais c'est pas magique. Hein. Sachez comment ça marche. Parce que le jour, c'est pas forcément très compliqué, c'est très documenté. Le jour où ça marche pas, vous voudrez mettre le nez dedans et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra découvrir. Après, voilà, il y a des projets, donc là j'ai nommé Traefig, donc j'ai parlé ce matin, qui est un load balancer, on va dire un genre de HAProxy, sauf que lui, en fait, il a un module Kubernetes. Vous lui donnez des credentials Kubernetes et puis il va aller écouter tous les ingress qui sont dans votre cluster et il va créer ses backends, ses frontends, ses IP et donc en fait, il va s'auto-configurer à partir d'objets Kubernetes. Il y a quelques outils qui ont une intégration comme ça, comme niveau monitoring Prometheus. Ça vaudrait le coup de faire une conf ici dessus. Prometheus, c'est pareil, il va lire votre cluster Kubernetes, regarder tous les objets qui sont dedans et les monitorer. Et derrière, évidemment, comme des pods, on disait Google, 2 milliards ou 20 milliards de pods créés toutes les semaines, il faut un monitoring un peu dynamique. Donc après, en propriétaire, il y a Sysdig ou Datadog qui font ça aussi. Vous dites, voilà, mon master Kubernetes est là, monitore-moi mon cluster, et il va tout de suite se plugger dessus, remonter les données, les choses comme ça. Après, j'ai mentionné KubeLego. KubeLego, vous créez un objet de type SSL Certificate, puis lui, il a un petit watcher qui va dire, tiens, il y a un SSL Certificate qui a été créé, je vais le prendre, je vais créer le certificat sur Let's Encrypt, et je crée un secret Kubernetes avec le certificat signé. Donc résultat, vous avez besoin de certificat dans votre application, vous créez un objet, vous faites un kubectl apply, vous dites à tel pod d'utiliser le certificat qui est dans tel secret, et il sera signé par Let's Encrypt tout seul. Donc l'API permet vraiment beaucoup d'automatisation, des fois avec des nouveaux types d'objets, des fois avec des choses vraiment autour de Kubernetes. Alors, c'est quand même du boulot. Encore une fois, comme avec les containers, l'intégration est un vrai boulot. Il faut évaluer les outils, il faut brancher tout ça ensemble. C'est là où certaines offres comme CoreOS ou autres, ils vous ont mis un joli dashboard, ils vous ont déjà sélectionné, installé les outils, tout est configuré. Il y a une vraie plus-value sur ça, c'est pour ça qu'il y a toutes ces boîtes-là. Donc c'est du boulot, mais au final, ça fait repenser à pas mal de problématiques et ça fait voir les choses différemment. Essayer de tirer parti des objets, essayer de tirer parti vraiment de toute cette architecture qui est faite pour unifier un peu tout ça autour d'un langage de description commun. Et pour finir, en fait j'aurais pris 2 confs, quelques ressources pour aller plus loin. La première, Nico, coucou, Minikube. Minikube, c'est pas Minicum, mais c'est tout aussi bien. Minikube, c'est un peu comme ce que je disais Docker Machine ce matin. Vous téléchargez un binaire en Go, vous faites Minikube create et en à peu près 2 minutes, vous avez un cluster Kubernetes sur votre machine. C'est super pour tester, pour hack, pour vraiment faire tout ça. Derrière, ça va télécharger une ISO, ça va créer une VM sur votre machine en utilisant Xive, Xen ou l'hyperviseur installé. Et ça va vous préconfigurer un cluster Kubernetes avec tous les composants serveurs, les add-ons, un etcd. C'est pas fait pour de la prod, mais en fait, ça vous fait des environnements Kubernetes de test jetables pour expérimenter, pour faire tout ça. Vous pouvez en créer plusieurs en même temps. Vous pouvez faire, enfin, voilà. Très, très pratique.
Kubernetes.io, le site officiel, ils ont vraiment plein de docs, ils font des vrais efforts sur la doc. Ça bouge beaucoup aussi, mais voilà, je me suis replongé dans la doc en faisant la conf et je trouve ça assez complet. Faut un petit peu de temps pour se retrouver, pour savoir où est où entre les tutos, les quick start, les références, les concepts, les docs d'architecture, enfin il y en a un peu partout, mais il y a une bonne doc. Tout à l'heure, je vous disais, les outils automatiques pour créer votre cluster, c'est bien. Mais en fait, il y a un truc qui est vraiment bien, qui est écrit par Kelsey Hightower de chez Google Cloud, qui s'appelle Kubernetes The Hard Way, qui, en fait, c'est une série de tutos où vous partez d'une VM sur Google Cloud et vous créez tout votre cluster Kubernetes à la main, à l'ancienne, en créant vos fichiers de conf, en démarrant tout à la main et tout. C'est vachement bien. Je recommande à tout le monde de le faire si vous voulez faire du Kubernetes. Ça vous permet, vous finissez ça, vous comprenez comment ça marche. C'est documenté, il met à jour ça à chaque release. C'est vraiment une très bonne ressource. Après, il y a le Slack Kubernetes. Donc, on aime ou pas Slack, mais c'est une communauté de discussion instantanée avec beaucoup de canaux sur des sujets précis. J'avoue, c'est moins pour demander de l'aide, je suis perdu, je viens de commencer, que pour parler de sujets un peu plus de Kubernetes, parce que c'est surtout orienté contributeur, mais c'est une bonne ressource. Et il y a un repository sur GitHub qui s'appelle Awesome Kubernetes, qui, comme tous les repositories, awesome quelque chose, qui liste tous les projets, docs, articles de blog autour de Kubernetes. Donc c'est une bonne idée, vous allez voir, vous regardez, il y a un menu, vous faites load balancing, et vous avez tous les projets qui touchent de près ou de loin le load balancing sur Kubernetes, les logiciels, les choses comme ça. Et c'est fini. Y a-t-il des questions? Ne me dites pas qu'il n'y en a pas. Le cube est le cube magique. Tout là-bas. Marche plus? Niveau sécu, tu avais le airbag. Est-ce qu'il y a de l'accounting qui est inclus dans ce que tu fais? Parce que tu dis cluster partagé, tout ça. Alors, il me semble que oui. Via un add-on ou nativement? Je n'ai pas regardé, je ne fais pas de sécu sur le cluster qui est sous mon bureau. C'est jamais, hein, des fois qu'il y ait des accès non autorisés. Non, je sais pas. Faut regarder. Je suppose que oui. Mais en tout cas, je pense que tu as au moins tous les logs de ce qui est fait dessus. Ok. Quelqu'un d'autre à qui je peux jeter le micro? Non. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de faire la pause maintenant. Et puis, on reprendra d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Avec Raphaël, qui lui a un vrai Kubernetes en prod avec plein de machines et plein de choses à dire sur le sujet.